es journaliste, ancienne journaliste et réalisatrice de documentaires. Tu es aussi écrivain. Tu as écrit donc notamment le livre Le rêve de White Spring et encore d'autres bouquins. Et tu as beaucoup voyagé. Tu es passionné par la découverte des autres cultures. Et ce que tu disais tout à l'heure à la conférence, tu as sorti une phrase assez intéressante qui disait que tu es partisane de l'écologie de la terre, du corps et de l'esprit. Oui, parce que pour moi c'est relié. Donc tous mes livres et mes films, beaucoup sur l'Australie, qui a été fondatrice pour moi, parlent de ces trois volets. Je crois qu'on ne peut pas défendre l'écologie de la terre, on ne peut pas défendre certaines formes de soins pour le corps et certaines formes de guérison pour le corps. Et on ne peut pas défendre tout ce qui est dit aujourd'hui sur la nouvelle conscience si on ne relie pas les trois. Sinon on est dans l'imposture. Les trois, notre corps c'est la planète c'est notre corps. Et notre conscience est complètement irrigue ces trois plans. Donc, on est lié au grand tout. Comme oui, et en même temps, moi c'est vrai que j'ai fait beaucoup de films sur les plantes médicinales, sur les massages ayurvédiques, mais parce que c'était d'autres manières de se soigner. Et c'était très important. Et comme j'ai fait beaucoup de films écologiques, parce que c'était comment on soigne la planète. Ou comment on aime la planète. Il ne suffit pas de sauver la planète, il faut aimer la planète. C'est déjà un autre pas. Et la conscience, et je trouve que moi je suis sur un chemin spirituel au sens le plus large, quand j'étais petite je lisais Alexandra David-Mills, il y avait ce côté aventurière physique et aventurière spirituelle du bouddhisme tibétain, et que là j'ai été beaucoup dans un projet dans le sud de l'Inde qui s'appelle Auroville, et qui est une communauté spirituelle et internationale, mais spiritualité au sens le plus large, il n'y a pas de gourou, il n'y a pas... Et que ces trois chemins-là, écologie, conscience et le chemin du corps, pour moi sont entièrement liés. Le corps est sacré. Les cellules, nos cellules sont conscientes. Voilà, notre corps est conscient. Il n'y a pas le physique et le spirituel séparés. C'est plutôt le temps du rêve des aborigènes que j'ai rencontré. Je suis venue en Australie pour les hommes sauvages, pour la sauvagerie des paysages. C'était comme un autre lit, l'Australie, qui n'était plus la France. Et en fait, j'ai rencontré les aborigènes. Et les aborigènes, c'est le temps du rêve. Et moi, je disais toujours, je veux vivre mes rêves. Je veux vivre d'abord les raconter ensuite. C'est-à-dire qu'à 35 ans, je me suis dit, je ne suis plus journaliste, je veux vivre. Parce que je me rendais compte, même en étant à la rue autrement, on avait 6 mois pour faire un livre, mais je me disais, si je restais plus longtemps en Australie, à New York ou à Londres, je raconterais une autre histoire. Il faut que je descende les couches de l'oignon. Et je crois que les aborigènes, que je n'ai pas connus tout de suite, je les ai rencontrés dans le bush, mais d'abord j'ai vécu sur un bateau de pêche pendant 3 ans en Australie occidentale. J'ai rencontré à terre et c'est un peu, ça m'a inspiré. Je n'avais plus de formation d'ethnologie. Et donc ça a été plus de vivre avec eux et de ressentir avec eux les choses, etc. Tu es une femme libre dans le sens où tu aimes vraiment bouger, tu es attirée par... tu disais tu avais une certaine naïveté, tu te laissais en fait porter par la vie et elle t'emmenait là où tu devais aller et c'est là que tu découvrais finalement toute cette spiritualité chez d'autres cultures. Est-ce que tu peux nous en parler, notamment des aborigènes ? Il se trouve que j'ai été en Australie pour faire un numéro spécial de la revue Autrement sur l'Australie. Ma sœur y vivait déjà, dans le nord de l'Australie. Mais je suis tombée en amour avec le bush australien en faisant ce numéro. Et j'ai tellement été prise par le côté sauvage. Moi j'ai un côté femme sauvage aussi, le côté sauvage du bush australien, que j'ai décidé d'aller quitter la rue Autrement. Et j'ai pris un visa de 6 mois et j'y suis retournée. Et là j'ai rencontré un homme que j'ai épousé qui était pêcheur. Et on a remonté les côtes sauvages de l'Australie pendant 3 ans.
Mais il se trouve qu'on s'arrêtait dans les ports et quelquefois il y avait des réparations et tout ça. J'ai rencontré les aborigènes à ce moment-là. Et qui étaient à la fois des gens des côtes, mais des gens du bush. Et je suis allée dans le bush avec eux. Et je ne suis tout sauf une ethnologue ou anthropologue. Juste, j'ai voulu expérimenter ce que c'était de vivre avec eux. J'ai pas connu d'initiation, mais pour moi, l'initiation suprême, ça a été de voir qu'à leur côté, tous mes sens se développaient. Le goût, l'odorat, la vue, etc. Parce que quelque part, d'abord pour survivre dans le bush, il faut absolument tout mémoriser à 360 degrés. Parce que si le bush n'est pas balisé, si on va dans le bush, là où ils allaient eux, parce qu'il y a des routes, et qu'on veut revenir, si on veut mémoriser les points d'eau, etc., on a intérêt à avoir tous les sens en éveil parce que c'est notre survie. Si on ne sait pas revenir, au bout de 3 jours, on est mort. Mais ça, c'est pour une anecdote. J'ai connu un grand leader aborigène qui est un jour venu à Paris parce qu'il représentait le santal australien auprès des grands parfumeurs. Et c'était un homme du bush au départ. Et dans Paris, il se déplaçait exactement comme dans le bush. C'est-à-dire qu'il était hébergé dans un hôtel par les grands parfumeurs. Et moi, je l'ai voulu l'emmener au Quai Branly et à la Tour Eiffel. Et on est monté en haut de la Tour Eiffel. Et au 2e étage, il m'a dit on arrête là parce qu'on quitte la Terre et c'est pas bien. Et on est redescendu. Et après, c'est lui qui m'a guidée sur le chemin du retour à son hôtel. Moi, j'étais perdue là, je suis parisienne, parce qu'il avait, sur le chemin aller qu'on avait fait à pied, absolument tout mémorisé, les tableaux publicitaires, ce qui se passait en haut d'un immeuble, le chemin, les rues adjacentes, etc. Donc, je me suis dit, et puis à un moment, il m'a dit, on va se reposer. Donc il m'a dit, on va se mettre face à la Seine, parce que la Seine va traverser ton corps et te nourrir. Si tu te mets dos à la Seine, tu vas te vider. Donc, il m'a donné une lecture de Paris qui était une lecture énergétique. Et le monde des énergies, le monde invisible, et le monde du dream time, le temps du rêve, qui est encore un autre niveau, mais où le matériel et l'invisible se rejoignent, je l'ai appris avec eux. Et ça m'a relié à tous les peuples autochtones de la planète, parce que dans les peuples racines, il y a une base qui est fondamentale et qui n'est pas du tout intellectuelle, mentale, etc. Je crois qu'avec eux, je suis rentrée dans une civilisation du ressenti. Et au-delà du temps du rêve, on peut en parler déjà, je ne connais même pas mon temps du rêve, j'ai lu plein de contes, mais c'est plus de les côtoyer. J'ai eu l'impression que je devenais, le transhumanisme me parle de l'homme expansé, de l'homme augmenté, par des choses technologiques. Et bien moi, aux côtés des aborigènes, je me suis sentie expansée, augmentée, parce qu'ils m'ont appris à voir plus loin, à ressentir plus profond, à m'enraciner plus. Et c'était comme une transfusion vibratoire qui fait que je me sentais vivante du plus petit doigt de pied jusqu'en haut de ma tête, parce qu'ils voyaient tout, ils sentaient tout. Et le temps du rêve, pour moi, c'est devenu ce que je partageais. Je n'ai pas été initiée chez les aborigènes, j'ai été initiée à la vie. Et à ce que tous mes sens devenaient plus grands que ce que je pensais. Je voyais plus loin. En fait, c'est des choses qu'on a peut-être perdues, malheureusement, à cause d'une certaine technologie qui est en train d'avancer et on fait plus confiance à nos machines, GPS, etc. Et du coup, on a perdu ce sens de l'orientation, en fait. Ah, mais totalement. Moi, je ne conduis pas de voiture, mais je suis avec des gens qui ont des voitures. Et quand ils mettent tout de suite le GPS, moi, je leur dis, mais non, ne me mettez pas, moi, je vais regarder les signes. Je vais être votre navigateur. Et je trouve qu'on perd énormément de notre autonomie, parce que le jour où tout ça ne marchera plus, nos antennes seront absolument dormantes, parce qu'elles n'ont pas servi depuis des années. Et moi, je continue à regarder une carte. D'abord, j'aime bien le papier, j'aime bien la matière. À toucher une carte, à voir où on va,
à mémoriser les paysages, à regarder à droite à gauche, parce que quand il faut revenir, on dit ah ben oui, là il y avait une église à droite, donc sur le chemin du retour on ne va pas se perdre, parce qu'il y a l'église à droite, et qu'on la reconnaîtra. Donc la vue, enregistrée, mémorisée, moi je crois qu'il va y avoir des Alzheimer sur toute la planète, parce que les gens ne mémorisent plus rien, parce que c'est des sens qui ne sont absolument pas exercés, et ça va s'atrophier complètement, comme pour des animaux, les sens s'atrophient. Donc voilà. Et pour l'écriture, moi je suis une femme d'image en tant d'écriture, mais pour moi le montage, bizarrement, le montage est la partie la plus formidable de faire un film, parce qu'on rejoint l'écriture. C'est quelque chose qui résonne complètement. Moi c'est le jeu de Dieu, le montage, comme l'écriture. On écrit ce qu'on veut, et on peut faire surgir dans le montage d'un film une image qu'on n'a pas filmée. C'est le tiers manquant. On met deux images, l'une à côté de l'autre, et d'un seul coup surgit une image qui a été mal filmée, qu'on n'a pas filmée, etc. Et un jour, je me suis dit, je vais écrire un roman policier là-dessus, tellement le montage, c'est ça. Et l'écriture, c'est ça. Et pour revenir à ce que je disais avant, et à ces lignes que je marque encore chaque coup, il faut que l'écriture soit vibratoire. Si l'écriture est mentale, c'est comme un soufflet sans le vent. Il faut que l'écriture soit vivante. Et ça, c'est un acte de résistance, l'écriture, face à toutes ces écritures mentalisées, spécialement en France, rationnelles, qui ne nous font pas vibrer du tout. Et moi, je sais que quand j'écris, il faut pas que je sois en bonne santé. Il y a un endroit où il faut que mon corps aille bien pour que j'écrive et que je fasse passer. C'est plus que la vitalité, c'est une vibration du vivant, justement, qui est dans les plantes, qui est partout, pour que le lecteur puisse la ressentir. Quand il la reçoit, que ce ne soit pas une langue morte, mais une langue vivante. Donc la résistance, elle est dans le vivant de la vérité, et le vivant de la parole, et le vivant de l'écriture. Alors, je voudrais revenir un peu sur le thème qui a été abordé tout à l'heure en conférence, les femmes et la résistance. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en tant que femme qui sort peut-être un peu de la norme, puisque tu as quand même tu as énormément bougé dans ta vie, tu as fait des choix qui... Enfin, le fait que tu te sois mariée avec un pêcheur, etc., ça n'a pas forcément... ça a un peu choqué certaines personnes. En quoi le fait que tu sois cette femme-là fait que tu entres en résistance aujourd'hui? Parce que je ne supporte pas qu'on nous mène dans une petite boîte d'allumettes. Voilà. Moi, je suis une intellectuelle, mais je suis une artiste. Et je suis aussi... Je n'ai pas un grand esprit pratique, mais je suis concrète. Donc moi, quand je suis allée en kibbutz en Israël et que j'avais 18 ans, d'accord, j'étais une intellectuelle, mais je cueillais des pommes, mais j'apprenais à danser les danses de là-bas, j'apprenais l'hébreu, j'allais le matin pêcher le poisson à Tibériade. Je veux dire, je trouve que l'Occident, en tout cas, nous a mis dans des petites cases. Alors on est une intellectuelle, un écrivain, mais on ne peut pas être autre chose. Moi, la pêche, c'était dans ma vie depuis toujours. J'allais sur le marché aux poissons. Donc, je ne vois pas pourquoi on ne vivrait pas toutes les potentialités qu'on porte en nous, sans se dire, les gens disaient, mais elle est dispersée, etc. Mais sans se disperser, on n'a pas besoin d'être dispersé. Parce que si on vit, on est entière dans ce qu'on fait. Moi, j'adorais pêcher. Jusqu'au jour où j'ai plus pu supporter, parce que j'ai eu cette conscience écologique qui m'était venue, et puis de la beauté, et puis enfin voilà, et des baleines et des dauphins. Mais quand on vit les choses à fond, on n'est pas dispersé, on est entière dans chaque chose que l'on fait. Et c'est ça qui est très important, c'est de se donner. C'est ce qu'on appelle partout vivre le moment présent, mais dans la tête des gens, c'est abstrait. Mais dans le concret, du concret, c'est vivre. Et toutes les facettes de toi, on n'est pas une seule chose dans la vie. Donc voilà. Et après, c'est vrai que ça
ça suppose qu'on se sent libre du regard des autres, surtout. On est délivré du regard des autres. Ok, j'ai dirigé une collection, ok, j'ai été chez Françoise Giroud à la condition féminine, ok. Mais là, je suis tout à fait heureuse avec ce pêcheur que je viens d'épouser et je suis bien. Et c'est ça que je voulais. Je voulais un homme sauvage, une vie sauvage, et j'en rêvais depuis toujours. Après, ça ne veut pas dire que c'est toute la vie, mais c'est une facette de moi que j'aurais vécue à cet âge-là. Maintenant, je ne chercherai plus ça, mais je l'ai vécu. C'est pas une envie que j'ai refoulée. J'avais juste une espèce de mantra depuis toute petite qui était « Personne ne m'empêchera d'aller là où je dois aller ». C'est là où je vais pas. Et donc, c'était comme un appel. Et j'ai jamais fait de plan de carrière, j'ai jamais dit je vais être écrivain, je vais être ceci, cela. Quand je m'ennuyais, j'étais journaliste pourtant la rue, autrement qu'était une grande revue. Quand on m'a proposé d'être le bras droit du directeur, je lui ai dit c'est un enterrement de première classe. Il dit comment tu peux dire ça? Et je lui ai dit parce que je ne grimpe plus tes escaliers 4 à 4. Et je pense que ce qui m'a guidée, c'est la passion, c'est le goût, c'est l'appel, c'est un appel. Quelquefois, et je n'ai pas calculé si j'ai gagné de l'argent, perdre de l'argent, ça. Jamais, jamais. J'ai juste suivi cette petite voix intérieure qui me faisait aller d'un endroit à l'autre sans que je me dise cette étape-là va me mener à une autre. Pas du tout. Je ne savais jamais ce qui allait se passer après. Mais la vie était suffisamment généreuse pour me créer l'étape d'après qui était à la source de l'étape d'avant. Mais ce n'est pas mon mental qui décidait. Et quand je m'ennuyais, je tombais malade. Et extrêmement malade. C'est-à-dire que j'avais un tel feu intérieur, une telle passion. Je ne crois pas qu'à mon grand âge, je l'ai perdu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, c'est un peu auto-alimente donc il ne faut pas gloser sur l'âge, ça ne veut absolument rien dire, mais vraiment rien dire sur tous les plans. Et du coup, je pense que la vie a été généreuse. Alors les obstacles, c'est que le prix de la liberté, ça peut être la solitude. Le prix de la passion, ça peut être qu'on monte des montagnes créantes et on peut tomber dans des gouffres très profonds. C'est pas électroencéphalogramme plat, c'est l'inverse. Donc, j'ai eu des graves maladies, donc comme je n'avais pas peur du danger, j'ai été dans des cyclones en Australie, etc., mais une espèce de naïveté m'a protégée. Je pense que j'ai traversé des dangers à la biosphère où j'ai vécu dans c'est une grande bulle en Arizona parce que j'ai souvent été liée à des pionniers, mais je n'ai pas choisi. C'est vibratoire. C'est le même attire le même et se rencontre sur le chemin. Et donc, il n'y a rien qui a été vraiment prévu, mentalisé, etc. Et bizarrement, quand j'ai épousé un pêcheur en Australie. Or, je sortais des directives de collection autrement. Et tout le monde disait, mais elle est folle, etc. Or, pas du tout. Moi, quand j'allais à New York ou tout ça pour faire mes reportages, j'allais direct au port de pêche. Alors, tu disais aussi que l'écriture est un acte de résistance, et notamment, tu le montres à travers tes bouquins. Aujourd'hui, tout spécialement, la parole, puisqu'on a aussi parlé de la parole est un acte de résistance, parce que, je citais tout à l'heure la chanson de Béat, le premier qui dit la vérité, il va être exécuté. Je trouve qu'on en est encore là, on en est là plus que tout en ce moment. Ça veut dire on appelle, peu importe les noms, parce que c'est aberrant, complotistes, des gens qui ne sont pas du tout, alors que les vrais complotistes, ils se cachent derrière des pouvoirs et des expertises, etc. En fait, il y a eu des mots qui ont été lancés comme ça depuis l'histoire du Covid, mais bien avant. Il y avait d'autres mots avant, des alternatives, des marginaux, etc. Et en fait, je trouve que la parole aujourd'hui, la parole vraie, elle est risquée, mais elle est absolument urgente et nécessaire. La même chose pour l'écriture. Et ce que je trouve qui est très menacé par le virtuel, et c'est vrai que moi, ma génération, elle n'est pas née dans le virtuel, la vôtre, il est né.
c'est qu'on est coupé de la réalité et on est coupé de nos racines. À partir du moment où on est coupé de la réalité de nos racines, on peut nous manipuler et nous raconter n'importe quoi. Parce qu'on n'a plus de repères. Moi, le journalisme que j'ai pratiqué pendant 35 ans, c'est du journalisme de terrain. Je sais qu'on ne peut pas me la faire, on ne peut pas me raconter ça là. Parce que j'ai appris à observer, à confronter les... Parce qu'une fois que c'est imprimé, en plus autrement c'est une revue, il faut qu'il y ait une vérité. Parce que c'est pas juste anecdotique, c'est pas un fait divers, c'est des choses consistantes. Donc l'écriture, la parole, le regard, il faut que... Je dis pas que la vérité elle est en airain comme ça, mais au moins il y a une réalité qui n'est pas virtuelle et on ne peut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes, c'est pas possible. Et donc aujourd'hui plus que jamais, la liberté d'être, de dire, de faire est extrêmement importante, quel que soit le prix à payer, parce qu'on ne s'en sortira que comme ça, en ayant une parole juste et vraie, et en ayant une écriture juste et vraie. Et je pense que c'est toutes les générations, surtout les générations du virtuel, mais il y en a qui en viennent, devraient se dire, mais revenir à leur sensorialité, à leur intuition, à leur voix intérieure. Mais c'est nourri de l'enracinement, c'est nourri de l'observation, c'est nourri du toucher, de la vue, de l'odorat, du goût, de tout ce qu'on nous a donné, et des liens entre nous, au-delà des masques, au-delà de je vais attraper un virus parce que je lui serre la main, et je ne vais pas l'embrasser parce que... Et je veux dire, si on parle spiritualité, comme on en parle ici, il y avait, je crois, Christian Bobin avait dit, la vraie crise spirituelle, c'est la crise des liens. Et les liens, c'est le toucher, la vue, l'odorat, c'est pas les écrans. Et tout pouvoir et toute autorité malfaisante peut jouer là-dessus. C'est ça, là. Il y a une vraie naïveté qui est une fraîcheur, mais il y a une naïveté qu'il ne faut plus avoir par rapport à tout ce qui nous manipule. La fameuse Wi-Fi dont tu parlais tout Bah, à l'heure. ça fait rire tout le monde. C'est trop bien. On parle du Wi-Fi, voilà, et puis il y a des Wi-Fi qui sont entre nous, c'est-à-dire nos connexions. C'est un Wi-Fi de chair, un Wi-Fi de cœur, c'est un Wi-Fi de... Ce qu'on appelle la télépathie, c'est du Wi-Fi. On n'a pas besoin d'antennes Wi-Fi qui sont en plus très perturbantes. Je veux dire, nos Wi-Fi, si on développait nos antennes, c'est ça le Wi-Fi. Et c'est d'un seul coup tu penses à une chose, elle arrive, d'un seul coup tu penses à quelqu'un, il t'appelle. Donc c'est ça la télépathie. Le Wi-Fi d'aujourd'hui, ça ne fait que matérialiser ce qu'était la télépathie avant, ou ce qu'on appelait les intuitions, etc.